Bonjour à tous, aujourd'hui je viens de terminer la dernière vidéo concernant notre circuit en Italie. Là nous avons quitté la Sicile et nous remontons gentiment vers la France en faisant 9 étapes que vous allez découvrir le long de ce visionnage. On vous en souhaite une très bonne vidéo et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Après avoir quitté la Sicile, nous avons posé notre camping-car à Tropea, petite ville située sur la côte est de la Calabre, dans le sud de l'Italie. Elle est connue pour son centre historique au sommet d'une falaise, ses plages et ses oignons rouges réputés. La nuit tombe de bonne heure à cette période, mais le centre-ville reste tout de même animé. La cathédrale de Tropea est un lieu d'un grand intérêt historique et artistique qui mérite vraiment une visite lors d'un voyage en Calabre. La façade de la cathédrale se caractérise par un portail de style baroque, surmonté d'une rosace et d'une statue de la Vierge Marie. À l'intérieur, l'église possède une nef centrale et 2 bas-côtés. Icône de Tropea, cette église accrochée à son rocher et surplombant une petite crique est le premier monument que l'on aperçoit en arrivant. Elle fut certainement fondée par des ermites à l'époque byzantine et est connue pour avoir été un sanctuaire bénédictin pendant l'ère médiévale. C'est surtout pour le point de vue qu'elle offre que l'on escalade les marches jusqu'à Sainte-Marie de Lille. Le panorama y est exceptionnel. Nous voici devant la cathédrale de Pompéi qui porte le nom de sanctuaire de la Bienheureuse Vierge du Rosaire. Nous nous dirigeons sur le site de la ville antique où ses habitants furent entièrement recouverts par l'éruption du Vésuve le 24 octobre 79 après Jésus-Christ. Une effroyable catastrophe naturelle à laquelle on doit la conservation des édifices est objet du quotidien de la cité romaine de Pompéi. Pendant 17 siècles, la ville a été protégée par les cendres et la lave du Vésuve. Depuis le début officiel des fouilles en 1748, le site archéologique révèle la vie quotidienne à Pompéi au 1er siècle après Jésus-Christ. Plus de 3 millions de visiteurs par an déambulent émus et émerveillés parmi les ruines de Pompéi, où l'on distingue maisons, villas, thermes et temples.
Les corps étaient souvent enveloppés de cendres volcaniques, préservant des vides où les restes se décomposaient, ce qui a permis aux archéologues modernes de créer des moulages en plâtre des victimes. Les bains étaient en grand honneur à Pompéi. On en trouve en grand nombre aussi dans la plupart des nobles demeures de la ville et dans les villas suburbaines. Pompéi possédait 3 bains thermaux à l'usage du public. Le forum de Pompéi était la véritable place centrale de la ville, le lieu où se concentrait à la vie politique, religieuse, économique et sociale. Situé au croisement des principales voies urbaines, il constituait le point de rencontre des habitants et le symbole de la puissance de la cité. De forme rectangulaire et entouré de portiques, le forum accueillait une série de monuments comme le temple d'Apollon, le temple de Jupiter, la basilique, ainsi que divers édifices administratifs. Les marchés et les échanges commerciaux s'y tenaient régulièrement, mais le forum servait aussi de cadre aux cérémonies religieuses et aux annonces officielles. Les vestiges visibles aujourd'hui permettent d'imaginer l'animation qui régnait sur cette vaste place où se croisaient magistrats, prêtres, commerçants et simples citoyens. Le forum était à la fois un espace de pouvoir, de commerce et de sociabilité, reflétant la richesse et l'organisation de la cité pompéienne. Le Grand Théâtre de Pompéi est l'un des lieux les plus visités de l'ancienne cité antique de Pompéi. Il a été construit à l'époque samnite. Il pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs et présente une forme en fer à cheval. Sa structure tire parti de la pente naturelle de la colline pour soutenir les gradins. Le lupanar de Pompéi, connu aussi sous le nom de Lupanare Grande, est le bordel le plus célèbre des vestiges de la ville romaine de Pompéi. Il est intéressant pour les peintures érotiques sur ses murs. Nous nous rendons dans de somptueux édifices magnifiquement décorés de fresques. Le petit théâtre ou Odéon à Pompéi était couvert et plus intimiste que le grand théâtre. Il était destiné à un public plutôt cultivé et intellectuel, qui venait assister à des mimes, des concerts, de la poésie, bref, des spectacles raffinés. Changement d'ambiance total. Nous voici en pleine immersion napolitaine, parmi le bruit de la circulation et un rythme effréné de la population. Naples a su conserver l'empreinte des cultures apparues tour à tour dans le bassin méditerranéen et en Europe. Cela en fait un site unique aux remarquables monuments tels que l'église Santa Chiara ou le Castel Nuovo,
pour n'en nommer que deux. Nous ne nous sommes pas attardés à Naples, qui est une ville incroyablement bruyante, en constant mouvement et en perpétuel bouillonnement. Les scooters, slalom dans les petites rues, même en sens interdit, et donnent un concert de klaxons auquel se joignent bien volontiers des automobilistes pas en reste. Bienvenue à Sienne, où le charme médiéval et la beauté de la Toscane se rencontrent. Célèbre pour son architecture étonnante, notamment l'emblématique Piazza del Campo et l'imposante cathédrale de Sienne, cette ville vous invite à flâner dans ses ruelles historiques, à savourer sa cuisine locale et à découvrir la culture vibrante de ses contrades, ces quartiers qui ont tous leurs propres identités. Sienne se caractérise par ses bâtiments médiévaux en briques. La cathédrale de Sienne ou cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est appelée couramment Duomo di Siena. Elle domine une ville déjà perchée et concentrée entre ses remparts. Elle mêle les styles roman toscan et gothique. Nous prenons des escaliers étroits ainsi que des passages sous les toits pour accéder au dôme de la cathédrale qui domine l'horizon de son campanile et de sa coupole. La Piazza del Campo est la place principale de la ville de Sienne. Elle est reconnaissable par sa forme incurvée comme une coquille Saint-Jacques, inclinée comme un amphithéâtre, la partie basse donnant sur le Palazzo Pubblico et sa tour la Tor del Mangia, haute de 88 mètres. Le musée de l'Opéra métropolitain del Duomo est un musée qui conserve les œuvres des artistes qui travaillèrent au cours des siècles à l'intérieur du dôme du baptistère et de l'oratoire de San Bernardino de la ville de Sienne. Nous montons au sommet de la Facciatone, située à proximité du Duomo. De là, on peut profiter d'une vue panoramique exceptionnelle sur la ville de Sienne et ses environs.
Nous voici dans la crypte qui correspond au sous-sol de la cathédrale, avec des traces des fondations et des représentations de la vie de Jésus peints directement sur les murs. Le baptistère San Giovanni est inclus dans le complexe architectural du dôme de Sienne et se trouve à l'aplomb du cœur de la basilique. Nous avons passé la nuit sur une aire de camping-car, proche du centre historique afin de prolonger notre visite. Une journée ne suffit pas pour admirer les nombreuses richesses que renferme cette ville. Le sanctuaire de Sainte Catherine de Sienne est situé sur la colline Saint-Antoine, composée de l'ancienne maison des Benincasa, la famille de Catherine et sa maison natale, avec diverses arcades, églises et chapelles. San Gimignano est une ville italienne bâtie sur une colline en Toscane, au sud-ouest de Florence. À l'intérieur de cette enceinte, la ville médiévale abrite tous les éléments qui contribuent à sa valeur universelle exceptionnelle. De nombreuses tours, des palais avec de riches décorations de pierre et de terre cuite, ainsi que des églises romanes. Florence, capitale de la Toscane, est riche de nombreux chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture de la Renaissance. La Piazza della Signoria ou place de la Seigneurie en français est avec la Piazza del Duomo, la plus importante place touristique de Florence.
Le Ponte Vecchio a été édifié au XIVe siècle. Il est à la fois la galerie marchande, la rue piétonne et le pont le plus ancien, le plus célèbre et le plus touristique de la ville, dont il est un des emblèmes. L'un de ses sites les plus emblématiques est le Duomo, la cathédrale dont la coupole en terre cuite a été conçue par Brunelleschi, et le campanile par Giotto. La basilique Santa Croce est un édifice religieux dont la construction commença le 3 mai 1294 sur les fondations d'une petite église érigée en 1252 par des franciscains peu après la mort de saint François d'Assise. Je vous présente le fameux sanglier de Florence. On dit que lui frottait le groin comme celui du sanglier de Tacca porte chance. Les pièces de monnaie qui y sont recueillies reviennent à l'hôpital. Florence est la capitale de la maroquinerie de luxe. Une vaste sélection d'articles en cuir véritable sont en vente sur les marchés, ainsi que dans les magasins spécialisés. Nous arrivons à Pise. Un bel et original aqueduc mène directement au centre-ville. La tour de Pise est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Elle est située à proximité du chevet de la cathédrale et fait partie des monuments de la Piazza dei Miracoli, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa construction débuta en 1173. Nous commençons la visite du site par le baptistère car il se fait tard. Nous visiterons la tour demain car il faut réserver à la billetterie. La tour de Pise s'est affaissée dès le début de sa construction. Le sol sur lequel elle fut bâtie était trop meuble. Nous voici au sommet de la tour. Nous avons dû déposer nos sacs à dos et attendre l'ordre de passage, car le seul et unique escalier très étroit ne permet pas de se croiser. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise se trouve sur la Piazza dei Miracoli, où elle est le centre d'un ensemble monumental classé au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Le Campo Santo est le cimetière historique monumental de Pise qui ferme le côté nord de la place où est située la cathédrale, la Piazza dei Miracoli. Je n'étais pas très à l'aise, car la visite se fait autour d'un cloître, en parcourant des allées en marbre sur lesquelles on aperçoit des tombes, où les citoyens les plus illustres de Pise sont enterrés. Nous avons pris le train pour se rendre à Lucca, où a lieu le Comics in Games, le salon le plus important en Italie et en Europe consacré à la BD, aux jeux et à l'univers fantasy. Un événement incontournable, une ambiance déjantée riche en musique et en couleurs. Nous avons repris la route, destination les Cinq Terres. La visite des villages s'est faite sur 2 journées. La première en s'y rendant par les terres, en prenant le train depuis La Spezia. La deuxième en bateau qui nous a déposés à Monterosso.
Les 5 terres se composent d'une rangée de villages pluricentenaires situés sur le littoral accidenté de la Riviera italienne. Dans chacun des 5 villages, les maisons colorées et les vignobles s'accrochent à des terrasses escarpées. Les ports accueillent de nombreux bateaux de pêche et les trattorias proposent des spécialités de fruits de mer ainsi que la célèbre sauce de la région de la Ligurie, le pesto. Le sentier de randonnée à flanc de falaise du Sentiero Azzurro relie les villages entre eux et offre une vue panoramique sur la mer. Nous avons pris un peu de recul en prenant un sentier côtier pour profiter un maximum de cette vue paradisiaque. Embarquement à La Spezia le 2e jour pour avoir un autre aperçu de ces magnifiques villages depuis la mer. Porto Venere, scalo di Porto Venere, i passeggeri per Porto Venere sono pregati di presentarsi sul davanti del battello vicino alla passerella di prua.
50 sono pregati di presentarsi sul davanti del battello vicino alla passerella di prua. Monterosso, scalo di Monterosso. Débarquement à Monterosso. Pas compris. Les sentiers au bord de la mer qui relient les villages Monterosso, Vernazza, Corniglia et le Via dell'Amor entre Rio Maggiore et Manarola sont encore payants, sauf en hiver. Et c'est ainsi que se termine notre voyage en Italie. Nous avons pris beaucoup de plaisir à sillonner toutes ces régions. Merci pour nous avoir accompagnés tout du long. Nous vous disons à bientôt pour une autre destination.